Bon retour parmi nous. Nous sommes ici avec le professeur Wang Wen, professeur et doyen de l'Institut des études financières de Xiangyang à l'Université Renmin de Chine. Et bien sûr, vous êtes également le doyen adjoint de l'école de la route de la soie. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. J'ai récemment lu l'un de vos articles, que j'ai trouvé très intéressant. Nous avons observé l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine depuis un certain temps. Il y a environ 10, 20, voire 30 ans, il était très courant de parler de cette interdépendance mutuelle entre les États-Unis et la Chine. Mais bien sûr, ce que nous avons constaté, c'est que les États-Unis continuaient à s'affaiblir selon de nombreux indicateurs. Pendant ce temps, la Chine ne cessait de se renforcer. Cela a créé, je suppose, une certaine méfiance et de la crainte mutuelle. On dit souvent que si vous devez $100 à quelqu'un, vous avez un problème. Mais si vous lui devez 1 million, c'est lui qui a un problème. Et je pense que c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Entre 2008 et 2009, la relation est évidemment devenue plus instable avec la crise financière mondiale, puisque le système financier dirigé par les États-Unis a commencé à se fissurer. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis plus inquiets de la montée en puissance de la Chine. Ils parlent de découplage, de réduction des risques, de relocalisation chez les alliés, tout cela. Mais bien sûr, les Chinois doivent eux aussi réagir d'une certaine manière. Comment peuvent-ils réduire leur dépendance à cette relation? Oui. À ce propos, vous avez écrit un article sur la désaméricanisation de la Chine, que j'ai trouvé fascinant. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait que vous exposiez les motivations de la Chine à se désaméricaniser, et dans quelle mesure il s'agit d'une réponse à la politique américaine, ou plutôt d'une manière de s'adapter aux réalités d'une nouvelle répartition multipolaire du pouvoir, où la Chine ne peut tout simplement pas mettre tous ses œufs dans le panier américain. Thank you, Professor Ding. I'm so nice to meet you again. Merci, professeur Diesen. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir lu mon dernier article publié le mois dernier dans The Diplomat. En réalité, au cours du mois écoulé, cet article a eu une grande influence. Beaucoup d'amis américains, et même certains amis européens, japonais et d'autres pays l'ont lu. L'article s'intitule « La stratégie de désaméricanisation de la Chine ». J'y aborde 6 domaines du processus de désaméricanisation de la Chine au cours des 7 ou 8 dernières années. La désaméricanisation du commerce, de la finance, de la sécurité, de l'idéologie, des hautes technologies et de l'éducation. J'énumère donc de nombreuses données pour démontrer et prouver mon expertise. Et je pense, comme vous l'avez demandé, que la soi-disant stratégie de désaméricanisation n'est pas quelque chose que la Chine a poursuivi de manière proactive, mais plutôt quelque chose dans laquelle elle a été contrainte par les États-Unis. En réalité, depuis la réforme et l'ouverture de la Chine en 1978, celle-ci a constamment cherché à établir une relation amicale avec les États-Unis, en adoptant une politique d'ouverture envers eux, en attirant les investissements américains, en augmentant les échanges commerciaux avec les États-Unis et en s'inspirant de l'expérience de gestion des entreprises américaines sur le marché financier. Mais je vais vous donner un chiffre très frappant, très important. En 2016, environ 20% du commerce extérieur de la Chine dépendait des États-Unis. Of China foreign trade was dependent on the United States. Frankly, I admit these independence. Franchement, j'admets que cette interdépendance a bénéficié à la Chine par le passé. Cependant, peu après, au cours de son premier mandat, le président Trump a commencé à mettre en œuvre des politiques visant à contenir la Chine, en lançant une guerre commerciale, en détenant Madame Meng Wanzhou de Huawei et en imposant des sanctions à des milliers d'entreprises chinoises, dont Huawei. Cette politique de confinement a fait sentir à la Chine qu'elle était menacée
ce qui l'a poussé à prendre des contre-mesures et à procéder à des ajustements. Comme je l'ai souligné dans un article publié dans The New York Times en août 2022, le peuple chinois s'est désormais éveillé et ne tient plus les États-Unis en aussi haute estime. Il croit de plus en plus que dépendre des États-Unis, comme il le faisait autrefois, est dangereux. De ce point de vue, ce sont les États-Unis qui ont forcé la Chine à adopter la soi-disant stratégie de désaméricanisation. J'ai également écrit dans un autre article cette année que le peuple chinois devrait en réalité remercier Trump, car le président Trump a agi comme un excellent professeur d'éducation politique, enseignant au peuple chinois à voir à travers l'hypocrisie américaine et la cruauté de la communauté internationale. Plus important encore, le président Trump nous a appris comment prendre les contre-mesures nécessaires pour défendre les intérêts fondamentaux de notre pays au cours du processus de modernisation. Voilà ce que je veux dire par le soi-disant processus de désaméricanisation. En 1983, le président Reagan et le directeur de la CIA ont commencé à créer des ONG comme le National Endowment for Democracy afin de manipuler et de contrôler les sociétés civiles d'autres pays. Ainsi, il n'est pas nécessaire de conquérir militairement des pays. Il suffit de prendre le contrôle de leur société civile. C'est, vous savez, un problème immense. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui la guerre en Europe. Mais ma dernière question, puisque nous sommes tous deux universitaires, comment l'éducation s'inscrit-elle dans cette initiative d'anti-américanisation? Autrement dit, comment l'éducation est-elle désaméricanisée? Oui, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de mots très intéressants. La soi-disant démocratie, la société civile. Je pense que par le passé, nous admirions beaucoup ces termes. Mais maintenant, nous avons pris conscience du fait que ces termes, la soi-disant société civile, la démocratie, sont très américains, de style américain. Ils ont une signification particulièrement américaine. C'est pourquoi, pour revenir à votre dernière question sur l'éducation, l'éducation en Chine doit désormais aussi entretenir une relation normale avec les États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis normal? Parce que par le passé, le développement éducatif de la Chine était anormal. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a 10 ans, voire 5 ans, dans une université chinoise, la grande majorité des manuels d'économie, de sciences politiques, de relations internationales, de finances, de sociologie, de droit, de gestion, de psychologie, voire d'histoire et de philosophie, provenaient des États-Unis. Vous ne le savez peut-être pas. Vous savez, même lorsque j'enseignais à mes étudiants il y a de nombreuses années, peut-être il y a une dizaine d'années, je devais utiliser des manuels américains d'économie ou de finance. Imaginez à quel point cela peut être inquiétant pour la Chine en tant que grande puissance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous encourageons donc l'autonomie du savoir et des manuels chinois. Au cours des 5 dernières années en particulier, nous avons produit de plus en plus de manuels chinois, de sciences politiques, d'économie, de finances, de sociologie, de droit et d'autres du même genre. Et pire encore, je vais vous dire quelque chose de très inquiétant. Au cours des 30 dernières années, près d'1 million de jeunes Chinois sont partis étudier à l'étranger chaque année. Et plus de 40% d'entre eux sont allés aux États-Unis. Beaucoup figuraient parmi les meilleurs et les plus talentueux étudiants des universités chinoises. Après avoir obtenu leur master ou leur doctorat aux États-Unis, ils y restent et servent les États-Unis. Et nous connaissons tous un fait très intéressant. Plus de 30% des scientifiques en intelligence artificielle de la Silicon Valley ont obtenu leur diplôme de premier cycle en Chine. Alors je plaisante parfois en disant que, depuis 7 ou 8 ans, nous vivons une véritable guerre sino-américaine de haute technologie, n'est-ce pas?
Mais cette soi-disant guerre de haute technologie entre la Chine et les États-Unis est en réalité une guerre entre des Chinois vivant en Chine et des Chinois vivant aux États-Unis. C'est aussi anormal, n'est-ce pas? Ainsi, comme vous l'avez mentionné, la déaméricanisation de l'éducation signifie ramener le développement éducatif de la Chine à une situation normale et maintenir une relation équilibrée. Nous soutenons bien sûr les jeunes Chinois qui vont étudier aux États-Unis et nous accueillons les étudiants américains qui viennent étudier en Chine. Cependant, ce type d'échange ne doit pas se transformer en dépendance excessive. Ainsi, le président Trump refuse désormais de permettre à davantage d'étudiants chinois d'étudier aux États-Unis et interdit aux étudiants chinois d'y suivre des études dans les disciplines STEM. Je dois dire, merci, président Trump. Aucun problème. De plus en plus d'excellents étudiants chinois resteront dans les universités chinoises et serviront la Chine à l'avenir. Sous cet angle, la Chine et les États-Unis cherchent toutes deux à définir une nouvelle position éducative dans de nouvelles conditions historiques. Je pense que ce nouveau positionnement des relations bilatérales profitera au développement futur des deux pays. En résumé, pour revenir à votre question, l'éducation chinoise doit également suivre sa propre voie. La Chine doit posséder son propre système de connaissances, son système idéologique, son système disciplinaire, son système de manuels et son système théorique, et former davantage de talents de haute qualité et de haut niveau qui servent véritablement la Chine, au lieu d'envoyer de nombreux talents de haut niveau et de grande qualité aux États-Unis pour servir les intérêts américains. Je pense que c'est la nouvelle normalité dans le domaine de l'éducation. Je vous remercie donc sincèrement, professeur Glenn Diesen, de m'avoir donné l'occasion d'expliquer plus en profondeur le concept de désaméricanisation. La désaméricanisation, je le souligne à nouveau, ne signifie pas une rupture avec les États-Unis. Cela signifie simplement que nous reviendrons à une relation normale avec l'Amérique. Nous ne voulons plus dépendre des États-Unis comme par le passé. Je pense donc que cette relation normale avec les États-Unis sera bénéfique pour les deux parties. C'est là mon point essentiel. Merci encore. Eh bien, merci. La fuite des cerveaux dont vous parlez est intéressante, car de nombreux pays l'ont connue. Les meilleurs et les plus brillants partent souvent à l'étranger pour de meilleures opportunités. Mais à mesure que les perspectives s'améliorent dans leur pays, davantage de personnes restent, bien sûr. Maintenant, avec cette discrimination envers les chercheurs chinois, ou plutôt les professionnels, beaucoup quittent massivement les États-Unis pour retourner en Chine. Cette fuite des cerveaux inversés s'avère être un véritable avantage pour la Chine, qui récupère de nombreux professionnels excellents et expérimentés. Mais que voulez-vous dire au juste par, non pas découplage, mais désaméricanisation, c'est-à-dire diversification? Je pense que c'est un développement positif pour le monde, pourrait-on dire, car lorsque le pouvoir est réparti entre de nombreux centres, c'est-à-dire le pluralisme plutôt que l'universalisme, cela permet au système international d'absorber davantage de chocs. Et en effet, de la Grèce antique à la fondation même de l'Amérique, cette idée a largement servi de base. Dans la Grèce antique, il existait de nombreuses cités-États qui expérimentaient différentes formes de gouvernement, d'éducation et d'économie. Ceux qui réussissaient servaient souvent de modèle aux autres. On apprenait les uns des autres, sans chercher à faire entrer tout le monde dans le même moule. Et je pense que les États-Unis, avec leur système d'État au départ, ont également adopté ces idées. Et je sais que la Chine fait quelque chose de similaire aujourd'hui, une économie très décentralisée. Et, oui, donc non, c'est une idée fascinante. Et j'encourage tout le monde à lire votre article, car lorsque l'on voit le terme désaméricanisation, si l'on ne lit que les titres,
on pourrait presque croire qu'il s'agit de se découpler des Américains. Mais je pense que la distinction que vous établissez est très importante et qu'elle pourrait en effet améliorer les relations entre les Chinois et les Américains. Donc, comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Thank you. Merci, merci professeur, j'ai hâte de reparler avec vous. Discussing with you again.